Merci beaucoup, Muriel. Muriel Dreyfus et Zeynep Jouvenot ont concocté cette programmation autour d'Oliver Stone. Et j'étais très heureux quand ils m'ont fait cette proposition, parce qu'il y a quelques mois, j'étais venu vous parler de Mickey Rourke, qui était une icône des années 80, un grand acteur. Et Oliver Stone, c'est aussi, avant tout, une icône des années 80. D'ailleurs, c'est un mot qu'il aime beaucoup, qu'il utilise beaucoup quand il parle de ses films. Alors, tous les deux, acteurs et réalisateurs, ont un point commun que je vais tout de suite dire, c'est qu'ils ont représenté une même, et j'ai utilisé des mots un peu forts, parce qu'il y a toujours un côté avec Oliver Stone, bigger than life, qui déplaît ou qui plaît. Ils ont amené une rage, tous les deux, et une force de séduction très très forte au cœur d'une époque, les années 80, qui n'était pas gagnée à leur charme forcément. Je dirais que c'est deux acteurs, deux artistes très puissants à contretemps, Stone et Rourke. Ils viennent tous les deux, au niveau culturel, de formation culturelle et de goût, des 70s, c'est évident. Et ils ont maintenu ce feu au cœur d'années qui éloignait ces 70s, qui sont les 80s. Et cette question-là va être très importante pour le cours de ce soir. La différence entre les deux, c'est que le règne de Mickey Rourke a duré 5 ans, même moins de 5 ans, et que celui d'Oliver Stone, près de 30 ans. Alors évidemment, si vous connaissez sa carrière sur 30 ans, il y a eu une période que je dirais éclatante, où il a été vraiment un roi tout-puissant pendant 10 années. Et on parlera de l'année où il y a un tournant. Hein. C'est très important de savoir, mais à partir de quand il y a une visibilité moindre. Pendant 10 ans, il a été au cœur de la production cinématographique aux États-Unis. Et puis à un moment donné, il a été détrôné. Et je voulais tout de suite dire ça en prologue. Il a été détrôné. Oliver Stone est sans doute un des artistes les plus insultés de l'histoire du cinéma. Dans son pays, en tout cas. C'est pas rien qu'il vienne en France. Hein. Vous savez que sa maman est française. Et en France, il y a eu un rapport plutôt positif à Oliver Stone. Aux États-Unis, à plusieurs reprises dans sa carrière, il a été insulté. Je voulais dire les insultes qu'il a eues, parce qu'après, vous allez voir la jeunesse d'un homme. Je dirais ce que je pense des insultes. Il a été insulté donc de raciste. Il a été insulté, je dirais les mots américains, de radical muckraker, pour être traduire de fouille-merde de gauche, de conspiracy nut, hein, de cinglé de la conspiration, de nervous cook, hein, de fou furieux. J'en passe, c'est des meilleurs. Perverse aussi, hein, pervers. Ça, c'était au moment de tueur-né. Natural Born Killers. Alors, évidemment, parler de sa jeunesse, c'est quand j'ai accepté le cours, c'était ça. Comment on devient Oliver Stone? Et je voudrais revenir sur le mot de jeunesse du titre de mon cours. D'abord, cette jeunesse, on va l'étudier sous un angle biographique. En gros, qui était Oliver Stone avant de s'intéresser au cinéma et avant d'abord d'avoir été, il faut savoir tout de suite, un scénariste absolument virtuose. Brian De Palma disait qu'au moment où il a commencé, il a tout de suite vu en Oliver Stone un des meilleurs scriptwriters d'Hollywood. Ça, il avait 30 ans à ce moment-là. Et puis, quand il est sacré réalisateur à Hollywood, en obtenant un Oscar pour Platoon, il a 40 ans. Donc, sa jeunesse a été, je dirais, longue avant le cinéma. Et on va se demander comment... Alors, en fait, il a 2 prénoms, Oliver Stone. Il s'appelle William Oliver Stone. Et pendant très longtemps, il s'est fait appeler William. Et en gros, ce serait un peu comme William Stone. Alors, il est né en 1946. C'est un jeune homme de bonne famille, classe moyenne supérieure. Son père est agent de change à Wall Street. Il suit une école privée. Puis arrive le moment de Yale University. Tout ça à New York. Et évidemment, c'est quelqu'un qui va... C'est la première chose à savoir sur sa jeunesse biographiquement. On y reviendra. Il va tourner le dos à son milieu. Il va tout faire pour échapper à ce milieu, sa classe sociale, la ville de New York, et pour vous dire peu à peu Oliver Stone. Donc il y aura cette première ligne pendant le cours. La deuxième ligne, c'est que la jeunesse, c'est un sujet de beaucoup de ses films. D'abord la sienne propre. Il est beaucoup revenu sur ses années de jeunesse dans ses premiers films. Et je dirais, beaucoup de ses grands films reviennent sur les années où lui-même était jeune. C'est pour ça que dans la liste des extraits qu'on verra, il y a des films où il s'est projeté dans les personnages qu'il a racontés. Je dirais que c'est une des plus belles choses du cinéma d'Oliver Stone, c'est qu'en racontant sa jeunesse, il a raconté l'histoire de son pays. Et ça, c'est quelque chose de très rare, c'est un autoportrait de manière incroyable, chaque fois des grands événements ou des grandes personnalités, et il se raconte en même temps. Et puis, beaucoup de ces films qui ne parlent pas de sa jeunesse parlent de la jeunesse. J'en prendrai 3. Wall Street, bien sûr. Natural Born Killers, donc tueur-né.
grand film sur la jeunesse de 1994, et puis Snowden tout récemment. Donc c'est quelqu'un qui a le souci de la jeunesse. Mais enfin, la troisième raison pour laquelle j'ai appelé ce cours Jeunesse d'Oliver Stone, c'est que pour moi, c'est la qualité première de son cinéma. C'est-à-dire, c'est un cinéma fougueux, en colère, bourré d'idées, bourré d'idéalisme, parfois énervant, parfois de mauvaise foi. Vous savez, c'est un peu, mais toujours sincère. C'est un peu la réaction que vous avez quand vous parlez avec un jeune militant. Vous savez, vous l'écoutez, vous êtes impressionné par son débit, par toutes les idées qu'il a. Et c'est exactement pareil quand on voit un film d'Oliver Stone. On en sort secoué et on se dit que la colère est intacte. Et vous allez voir quelqu'un qui a 72 ans la semaine prochaine et vous verrez comme sa langue, comme son rapport aux choses, au système est impressionnant de jeunesse. Hein. C'est pour ça que je disais ça. Et j'ai failli appeler le cours Enfance d'Oliver Stone. Parce que je dirais que c'est pas vraiment un cinéaste adulte. Je dirais comme je viens d'opposer le jeune en colère et l'intellectuel mesuré qui pose les partis pris de l'un et de l'autre, Stone est un cinéaste profondément enfant. C'est un enfant qui a été passionné d'histoire. Il raconte comment tout petit, il rêvait devant les cartes des bubblegum qui racontaient les grandes figures de l'histoire américaine. Il se racontait des histoires. Très tôt, il a écrit, je vais le dire, hein, Oliver Stone, c'est d'abord un écrivain, c'est la plume. Hein, il a voulu écrire. J'ai failli commencer ce cours en montrant un extrait des 400 coups de Truffaut. Vous savez, c'est un extrait qui montre un public d'enfants devant le Grand Guignol et qui passe du rire aux larmes, de la peur, de l'effroi. Pour moi, c'est ça, Oliver Stone. C'est quelqu'un qui n'arrête pas d'être effrayé par le monde, qui veut rentrer dedans. Il y a un côté Grand Guignol dans son cinéma. Et si on n'apprécie pas ce rapport au film, alors on passe complètement à côté d'Oliver Stone. Quand il était petit, il disait qu'il aimait bien Paris. Il venait à Paris parce que ses grands-parents vivaient à Paris. Et il aimait l'ambiance un peu sale de Paris, les ruelles de Paris, les monuments historiques, les gargouilles. Et il aimait, il le dit dans un de ses interviews, ce spectacle de Guignol, extrêmement violent, qui plaisait aux enfants, qui était sans médiation, un direct, une émotion directe, comme ça, un peu comme les contes européens, quoi, avant la relecture de Disney. Des choses très brutales. Dernier mot que je pourrais dire, avant de commencer les extraits, moi je dirais que Stone, c'est un primitif, c'est un grand peintre primitif. C'est une saisie directe du pays. C'est pas une saisie de journaliste. Je pense qu'on a tort quand on veut regarder les films d'Oliver Stone par rapport aux idées, au filtre idéologique. Je dis ça parce que justement on l'attaque là-dessus. Mais en fait, c'est parce que la forme dérange. On parlera, Oliver Stone, c'est d'abord une forme lâchée. Et sur l'enfant, je terminerai par beaucoup de ces personnages qui sont des enfants, dans des films qu'il n'a pas réalisés. Évidemment, Conan le barbare, cet enfant qui va se venger, hein, purement pulsionnel. Évidemment, Stanley White, Mickey Rourke dans La Nuit du Dragon, personnage créé aussi par Oliver Stone, qui est un personnage qui n'arrive pas à être adulte, qui est toujours dans ses colères, une colère magistrale, extraordinaire. Et puis, bien sûr, le personnage le plus célèbre créé par Oliver Stone, qui est pour moi, alors là, pour le coup, incontestablement une icône des années 80, c'est Tony Montana. C'est-à-dire, c'est Al Pacino dans Scarface, de Brian De Palma. Il y a une anecdote intéressante. Quand le film a été écrit, il était écrit pour Sidney Lumet, le grand cinéaste venu des années 50. Puis Lumet a lu le scénario extraordinaire de Stone. C'est que c'est un film qui, comme Taxi Driver, qui passe après, est étonné par le langage. Les journalistes comptaient le nombre de fuck prononcés par l'acteur. Pacino était impressionné aussi. Il a réussi à prendre cette langue créée par Oliver Stone. Et De Palma disait c'est lui qui l'écrivait. Hein. C'est vraiment la langue de Stone. De Palma aussi dit qu'il a failli perdre la vie 1000 fois en écrivant ce scénario, en allant infiltrer les milieux de la drogue, en posant des questions. Une hyper documentation pour aboutir à ce pur... cette pure fantaisie des années 80. Et Tony Montana, c'est ça, c'est le personnage complètement égotrip, pulsion, incapable de se calmer, émerveillé, énervé. Donc, Stone, c'est un cinéaste enfant. Je pense immédiatement à l'autre cinéaste enfant important de Hollywood, qui est aujourd'hui un peu le patron, qui est Steven Spielberg. Et je ne peux pas imaginer que Pentagon Papers, qui sort mercredi prochain, c'est un peu un sujet d'Oliver Stone, quoi. Et la différence, et ça j'y reviendrai beaucoup, on va commencer là-dessus, c'est qu'il y a une enfance de Stone qui vient de l'expérience du Vietnam, et Spielberg, bien sûr, n'a pas vécu de l'intérieur la guerre. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, on va commencer par, je dirais, le commencement. C'est-à-dire,
Oliver Stone, jeune étudiant de cinéma, New York University, il montre un court-métrage qu'il a fait. Alors son professeur, c'est pas n'importe qui, c'est Martin Scorsese. Et il leur demande de faire avec des bouts de ficelle, caméra, un film où il doit être personnel. Hein. Alors Scorsese, c'est très amusant parce que Scorsese avait fait un film qu'il avait montré à John Cassavetes, qui lui avait dit, écoute, Marty, t'as fait une merde, je ne vois pas qui tu es dans ce film. Il dit, fais un film qui parle de toi. Et c'est 2 ans après le film qu'on va voir que Scorsese a fait Mean Streets, qui est son premier film personnel extraordinaire. Et donc Stone propose le film qu'on va voir, donc, qui s'appelle 7 Years in Vietnam. On va en regarder, c'est un court-métrage de 11 minutes. On va regarder les premières images, donc tournées, montées par Oliver Stone. Donc, c'est l'extrait numéro 1. Ça a débuté comme ça. En rentrant du Vietnam, j'étais un bon soldat. Moi, j'avais jamais rien dit. Travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort, homme, bête, ville et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Littré le dit qui ne se trompe jamais. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. Alors quand le film a été présenté aux étudiants, aux collègues, à qui Oliver Stone ne disait pas un mot, parce qu'il était dans un moment où on va en parler très très fermé, le professeur Martin Scorsese a parlé et Oliver Stone il a dit « He is a filmmaker ». Et c'est vrai que quand je vois cet extrait-là, longtemps après, je me dis c'est évident, c'est même quand je le vois, je me dis mais tout est Oliver Stone est déjà là, quoi, je veux dire, avec les moyens qu'il avait, les moyens du bord. Alors, dans la jeunesse d'Oliver Stone, avant de vous parler de cet extrait, qui est extrêmement riche, on pourrait passer quasiment la moitié du cours dessus, alors qu'on a encore quand même 9 extraits, il y a 2 choses importantes. D'abord, c'est septembre 67, c'est l'année de son engagement militaire au Vietnam. Et cet engagement, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est motivé par une volonté de rupture avec son milieu social. Il ne veut plus de New York, il ne veut plus de sa classe aisée. Et surtout, le roman qu'il a écrit, A Shy's Night Dream, a été refusé par les éditeurs. Il est très, très déprimé par ça. Et il décide de ne pas faire d'école d'officier pour être avec le common man, comme il dit, d'être dans l'infanterie, loin de son milieu social. Et il est envoyé sur le front en septembre 67. Attention, quand on dit quelqu'un a fait la guerre, Oliver Stone, il a fait 13 mois au Vietnam, ce qu'il raconte dans Platoon. Et c'est fondamental. Il en revient blessé, il en revient décoré, complètement transformé. Et je pense qu'on ne peut pas penser au cinéma d'Oliver Stone sans avoir à l'idée tout le temps que c'est un vétéran. La relation qu'il va développer à l'histoire américaine, c'est une relation de vétéran. Quand des journalistes lui demandent « Mais vos amis à l'époque, ils étaient plutôt conservateurs ?» Il dit « Évidemment, on était tous conservateurs. Mon père, de toute façon, était conservateur. Moi, j'avais ses idées. Et puis, tous mes amis, bon, on n'en parlait pas. Oui, évidemment, on n'était pas du tout dans l'espèce de messe, de bordel de gauche que j'ai découvert quand je rentrais. » Ça, c'est quelque chose de très important. C'est au Vietnam qu'il a mesuré l'écart, mais il a mis du temps à mesurer ça. C'est son travail de jeune homme, l'écart entre les valeurs patriotiques dans lesquelles il a cru,
la vérité officielle, qui va être le grand sujet d'Oliver Stone, et puis l'expérience. C'est tout le sujet de son cinéma. Pour moi, la plus grande séquence du cinéma d'Oliver Stone, quand même, c'est le final grandiose de Platoon, cet hélicoptère qui s'envole, le monologue de Charlie Sheen, avec la musique de Samuel Barber, arrangée par Georges Delerue, le grand musicien de la Nouvelle Vague. Et c'est comment je vais faire pour raconter ça un jour. C'est sa seule question. Mais il n'y pense même pas. Hein. Le cinéma n'est pas du tout dans sa tête. Le deuxième moment de sa vie, c'est le retour. Et la question du retour, elle est très présente dans le cinéma d'Oliver Stone. Il a été au Vietnam à 21 ans, il en revient, il a 22 ans, et il sombre dans une dépression profonde. Il va utiliser l'argent que l'armée lui donne pour tomber un peu par hasard à la New York University Film School. On y passe son temps à regarder des films l'après-midi. Le reste du temps, il va écrire. Il va se diviser les autres parce qu'il ne veut pas réaliser, il ne veut pas produire, il veut écrire. Et il va se mettre à écrire des scripts énormément, de manière complètement, avec une productivité incroyable. Il y a une double solitude qu'il a décrit. D'abord, c'est une solitude politique qui ne se retrouve pas du tout dans le mouvement de contestation anti-Vietnam qui embrase le pays, évidemment. Il reste totalement conservateur. Et comprend rien. Il dit les gens faisaient des films sur... il fallait faire un film sur un ouvrier du métro, sur un syndicat, sur... évidemment, il dit les blacks américains. Bon, je trouvais passionnant tout ça, mais je m'y retrouvais absolument pas. Et puis surtout, il ne s'y retrouvait pas, c'est une solitude personnelle. La nuit, et c'est pour ça que je remercie beaucoup Zeynep et Muriel d'avoir programmé Taxi Driver, qui pour moi est le plus beau film des années 70, et par ailleurs fait un écho très bizarre dans la vie d'Oliver Stone, parce que dans les années où il revient du Vietnam, en 69, il fait le taxi la nuit. Et il fait le taxi, et quand il a vu le film de Scorsese, il a dit c'est un peu bizarre, Scorsese ne le savait pas. Et je vous ai amené 3 livres, mais il y a un grand livre qui est sorti il y a quelques mois, le livre de Bernard Benoliel sur Taxi Driver, je vous en reparlerai à la fin. Et c'est pas du tout un film il n'y a aucune allusion à Stone, quoi. Et on lui demande, alors, est-ce que vous étiez comme ça? Il dit, bon, moi j'avais un peu, alors j'aime bien, il dit, voilà, j'étais un peu le Travis Bickle type, dark, broody, très sombre, rêveur, un peu prétentieux. Et il dit cette comparaison, il était beau, il dit, j'étais comme un Russe qui se méfie. Là, un Russe qui se méfie. Mais j'étais pas comme Travis Bickle parce que j'avais une femme qui bossait à l'ONU et on fréquentait du milieu assez riche. Donc j'avais mon antre comme Travis dans le film. Enfin, j'étais pas à la rue comme lui. Mais enfin, c'est intéressant de voir qu'il y avait ça. Alors sur l'extrait qu'on vient de voir, moi j'aime bien, et je la répète toujours, la phrase de Truffaut qui disait « Toute l'œuvre à venir d'un cinéaste est contenue dans la première bobine de son premier film ». Alors là, je dirais vraiment, quand j'ai découvert ce film, je dis là, c'est vrai. Et même là, une chose que je ne pensais pas, quand j'ai vu les grands immeubles, tout de suite les plans d'ensemble des films d'Oliver Stone pour installer le décor, l'Amérique de la puissance, les buildings, je dis, mais il refera ça beaucoup. Alors qu'est-ce qu'on voit dans ces images? D'abord, le cinéma que Stone aimait, c'est le cinéma européen. Hommage direct à À bout de souffle de Jean-Luc Godard, qu'il a adoré. Breathless, le type sur le lit, hein, qui fume sa cigarette. Le lit des faits, et puis surgissement du réel brut. Pas un truc, comme dit Stone, pas unkiddery stuff, hein, pas des trucs à l'eau de rose hollywoodiens, mais quelque chose de très brutal. Et puis deuxième cinéaste adoré, Buñuel. Buñuel, c'est le rêve comme logique esthétique, et je dirais que Stone, c'est ça. Hein, on va en parler beaucoup. Stone, c'est la vision, c'est le rêve. Tout part de la vision et du rêve. Encore une fois, c'est pas les idées, c'est le rêve, la vision que j'ai de l'histoire. Ensuite, les littéraires parmi vous l'auront reconnu, tout de suite une allusion à Louis-Ferdinand Céline, hein, début du Voyage au bout de la nuit, ça a débuté comme ça. Moi, j'avais jamais rien dit. Il reprend ça. Hein. Il adore Le Voyage au bout de la nuit. Et puis l'autre livre, le montage entre les plans sauvages et la ville, c'est Lord Jim de James Conrad. Le jeune Oliver Stone aime éperdument Lord Jim, l'attraction vers l'Extrême-Orient. D'ailleurs, avant d'aller au Vietnam comme soldat, il y a été pour travailler. C'est quand il est revenu qu'il a écrit, puis qu'il est reparti au Vietnam en tant que soldat. Il aime beaucoup le côté taré, dit-il, des marins errants qui ont des vies brisées. Et ça, c'est avant le Vietnam. Hein, c'est avant le Vietnam. Donc, sa psyché de vétéran, elle va croiser cette psyché des Nutty Guys, des livres de Conrad. Et puis, une fois qu'ils sont chez eux, ils ont envie de repartir en mer. Il y a un romantisme là, et je dirais le mot, un romantisme viril, comme ça, de solitude masculine, qui va beaucoup le porter. Et puis je dirais enfin, je l'ai déjà dit, mais c'est la question de la vision qui compte.
Je pense que Stone est un grand poète surréaliste. Et parce que précisément le surréalisme demande de mettre en avant les pulsions directement. Et je pensais à Natural Born Killers, Tuernay, et je pensais à la phrase que vous connaissez tous, de Breton, de André Breton. L'acte surréaliste le plus simple consiste, revolver au poing, à descendre dans la rue et à tirer au hasard, tant qu'on peut, dans la foule. Bon, 1920, dans les années 20, je faisais 26 ou 22, c'est le deuxième manifeste surréaliste. Bon, Tuernay, c'est ça, en 94, si vous voulez. Donc, vous voyez, si vous le mettez sur un écran, ce que ça peut donner. Mais vous voyez, c'est une manière de lire Tuernay. Enfin, une autre manière, je vais vous dire, parce que je pense que c'est une borne dans l'histoire du cinéma américain. Mais cette manière-là est importante. Si vous ajoutez ça, les rêves qui sont constants dans les films de Stone, les collages permanents, qui dérangent tellement certains, pas critiques, même spectateurs, qui disent, mais ça, beaucoup de critiques, c'est de la bouillie visuelle, on n'y comprend rien. Bon, c'est son collage à lui. C'est un maître de la forme, Stone. Il fait avec la matière. C'est pas un intellectuel qui vous donne une thèse sur John Kennedy. C'est ça aussi. Mais ça va avec l'autre. Et si vous ne mettez pas les deux ensemble, vous n'y comprenez rien. Alors, pour bien voir cette question de la vision, pour bien voir la pente sensible de son cinéma, on va regarder 2 moments de son cinéma à lui qui revient sur l'enfance. 2 moments qu'on doit voir ensemble, puisque les 2 films qu'on va aborder, donc là, The Doors, dont on va regarder un extrait, le début du film, fin du générique, et puis ensuite on regardera un début de générique aussi de Né un 4 juillet. Vous allez voir le rapprochement, et on va voir la manière dont il associe l'enfance comme âge, comme ça, qui voit les choses, la vision, et puis évidemment l'histoire de l'Amérique, puisque Stone, à lui tout seul, en 10 ans, a raconté aux Américains leur histoire. Je dis bien à lui tout seul, parce qu'entre 86 et 95, cherchez-moi des cinéastes qui abordent l'histoire américaine, c'est pas compliqué, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, lui, par contre, il le fait tous les 2 ans. Une leçon d'histoire, 3 heures, à sa manière. Donc c'est vrai qu'en permanence, cette vision, l'enfance ou la jeunesse et l'histoire vont revenir. Stone, c'est ça. Donc, on va regarder l'extrait numéro 2, la vision de l'enfant dans The Doors. Riders on the storm. Riders on the storm. Hey, Jimmy, wake up and look at the clouds. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Officer, what happened? Anything we can do to help? No, sir, we've got it. It's all right. Let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Just a dream, Jimmy. That's all it is. It's just a dream. Très dur de couper un extrait d'Oliver Stone, puisque la musique fait toujours continuer. C'est un générique virtuose, comme tous les génériques des films d'Oliver Stone. Alors, pourquoi les Doors plaît tellement? Stone a vu en Jim Morrison un alter ego possible, puisqu'ils sont quasiment nés au même âge, au même moment. Morrison est né en 43, Stone en 46. Et Jim Morrison a voulu être cinéaste comme Oliver Stone. D'ailleurs, dans les Doors, il y a une scène très très drôle où Jim Morrison présente son court-métrage. C'est Oliver Stone qui joue le prof de cinéma. Et alors le film est quand même un peu moins bon que celui que Stone a fait après, mais il est très bon quand même. C'est un film qui met en parallèle des images d'atrocités nazies dans les camps, des Indiens chamans qui dansent sur la scène, un type nu dans un lit qui se masturbe, et un étudiant qui lance dans la salle, ton sujet, c'est ton film, c'est sexe, drogue et holocauste. Tout le monde se moque de lui, et Jim Morrison
quitte définitivement sa carrière de cinéaste. Il avait le même désir pulsionnel de mettre les choses, de monter les choses qui ne se montent pas, qui ne sont pas des choses correctes. Évidemment, Stone, deuxième lien, a écouté les chansons des Doors quand il était au Vietnam. Et au centre de l'écriture de Morrison, il y a exactement ce que Stone cherche, c'est-à-dire la vision que le chanteur va approfondir avec l'usage des drogues, que Stone va consommer au Vietnam, bien sûr. On ne peut pas parler d'Oliver Stone et du jeune Oliver Stone sans les drogues, quand même. Pour la petite histoire, quelque chose de très très beau, c'est qu'il avait envoyé, quand il était étudiant de cinéma, enfin dans les années où il commençait à écrire des scénarios, un scénario à Jim Morrison, qui s'appelait Break. Et il n'avait évidemment aucun retour. Mais quand les gens sont venus ranger les affaires de Jim Morrison à Paris, ils ont retrouvé ce scénario dans ses affaires. Quelqu'un a contacté Oliver Stone, il dit, vous savez, vous lui avez envoyé ça, il dit, et donc il l'a vu annoter, et il a dit, j'ai donc vu qu'il l'avait quand même regardé. Ce qui intéresse Stone dans les Doors, c'est évidemment le côté politique d'un groupe de rock, quoi. C'est-à-dire que les Doors, c'est d'abord, par Jim Morrison, une volonté de reprendre toute la tradition de la poésie américaine et de déconstruire, et d'attaquer toutes les valeurs. Ce qui est intéressant sur la chanson qu'il va utiliser à un moment central de The Doors, la chanson The End, c'est que la fameuse phrase « Father, I want to kill you, Mother, I want to fuck you » avec les policiers qui interviennent sur la scène, c'est Oedipe, c'est la mythologie. Et ça plaisait beaucoup à Stone, ce mélange de la grande mythologie, du grand récit. Stone, il dit « J'ai toujours été fasciné par les grands récits. » Et les grands films aussi. Donc je voulais, voilà, mon rêve de cinéaste, c'était ça. Et puis détruire l'Amérique conservatrice, quoi. Détruire cette Amérique où il avait grandi, la détruire par tous les moyens. Ce que dit le rêve de l'accident, on termine cet extrait, c'est le génocide indien. C'est-à-dire qu'il filme un peu cet accident comme une archive de ça, avec toujours chez Stone les déplacements comme ça. Hein. Donc là, c'est une vision. Et puis évidemment, comme dans le premier film, le sommeil, quoi. Et qui lui dit ce n'est qu'un rêve, c'est la mère. Alors, on va pas la représentation de la mère, des femmes, mais de la mère dans le cinéma d'Oliver Stone, c'est intéressant. Et là, c'est la mère qui est porteuse d'un mensonge. Et cette mère, on va la retrouver au début de Né un 4 juillet. Autre vision, pour l'autre chose qui marque, autre rapport à l'histoire. Donc, dans ce générique qui, moi, à l'époque, effectivement, puisque Stone, c'est comme les années de mon adolescence, m'avait beaucoup marqué. Le générique très en fanfare, donc de Né un 4 juillet, qui est un des plus grands films d'Oliver Stone, hein, évidemment. Hein. On regarde l'extrait 3. Daddy the soldier! Happy birthday, Ronnie Kovic! For me? Yes, open it! That's really nice of you, Donna. Say thank you, Ronnie. Thanks, Donna, but you didn't have to do that for me. Going to the woods tonight? We can have fireworks there. Should be a real blast. Yeah, okay. What is it? Open it, will ya? Leave him alone. Beautiful. Hey, it's the real thing, Ronnie! Feel that! Just like Mickey Mantle, right? Ain't he a little 4th of July firecracker in that hat? Yeah. He's my little Yankee Doodle boy. Alors, Né un 4 juillet et The Doors, c'est vraiment un diptyque dans sa carrière. C'est le rapport du jeune Stone à l'Amérique de son enfance, quoi. Le rapport au temps long de l'histoire, de la grande histoire, vous l'avez vu dans The Doors, vous le revoyez ici en défilé. Vous avez toutes les années 50. Je dirais que là, vous avez un rapport au temps récent de l'après-guerre au Vietnam. C'est-à-dire que vous avez dans cette scène l'Amérique d'Oliver Stone quand il était enfant. Il a grandi dans l'Amérique d'Eisenhower, qui est une époque qu'il a vraiment été un des grands à remettre en question
Ce grand défilé patriotique au début du film, c'est une métaphore de cette Amérique-là. C'est-à-dire mythologie de l'Ouest sauvage, les cow-boys, les Indiens, le défilé, les majorettes, beauté athlétique des filles. Et c'est dans l'après-guerre que l'Amérique devient l'Amérique que Stone n'a pas compris qu'elle était quand il était jeune et qui va se passer sa vie quasiment à critiquer. C'est pour lui c'est l'origine de tout, c'est l'après 45. Évidemment, c'est un moment écran de l'histoire américaine. Derrière ce défilé, alors vous avez vu la qualité de l'image, hein, d'ailleurs la copie est très très belle. Il a demandé à son chef opérateur de reprendre les images du folklore national, de Life, de Time Magazine, des gravures de Norman Rockwell et ce côté en couleur de l'Amérique des années 50. Évidemment, c'était un des pires moments de l'histoire des États-Unis. C'était un moment de paranoïa anticommuniste sur lequel il faut sans cesse revenir, parce que c'était une folie. Je lisais récemment le grand historien Ian Kershaw, qui disait que la peur du communisme dans l'Amérique des années 50, c'était à peu près comme si on faisait une politique extérieure intégralement sur la présence du bouddhisme en France, par exemple. C'est Ian Kershaw qui dit ça, c'est un des plus grands historiens. Hein. C'est-à-dire que le rapport entre la présence communiste, la menace communiste aux États-Unis et le déploiement, ce que Stone a théorisé un petit peu en disant que c'était le mot clé pour comprendre la politique extérieure américaine, l'overreaction, était gigantesque. L'écart entre la menace et la réponse à la menace était énorme. Évidemment, violence raciste dans le Sud, hein, je vais dire dans les années 50. D'une manière générale, l'exhibition des valeurs conservatrices en disant « nous sommes le bon pays ». Nous sommes le bon pays. Et pour toujours. C'est pour ça que le Stone politique d'aujourd'hui continue de dire la même chose. Il dit « nous ne sommes pas forcément le bon pays ». Alors évidemment, aux États-Unis, ça lui vaut beaucoup de problèmes, cette critique-là. Et il y est venu, c'est ça qui est beau, il y est venu. Il y est venu avec une longue maturation artistique et politique. Les années 50, pour lui, c'est le cauchemar. Et tout son travail, c'est de revenir du cauchemar. Hein, et de dire que le rêve était un cauchemar. La présidence Eisenhower, il la met en scène au début de JFK, avec une succession d'images d'archives qui montrent comment, entre 45 et 60, ce que Nixon, dans le film Nixon, appelle The Beast, avec Kissinger. The Beast, c'est le complexe militaro-industriel. C'est comment ce pays... quasi provincial, si vous regardez les effectifs de l'armée américaine en 1936 et vous le regardez en 1946, c'est phénoménal, c'est un phénomène. Comment ce pays est devenu ce qu'il est devenu. Et il dit, quand j'ai mis le discours d'Eisenhower, le discours de départ d'Eisenhower au début de JFK, pour la transition, 60-63, 60 l'arrivée de Kennedy, 63 la mort de Kennedy, j'ai voulu montrer comme un Frankenstein qui regrettait un peu les conséquences de tout ça. Il rappelle, Stone, que tous les généraux de l'armée américaine étaient opposés au largage de la bombe atomique, que tout ça n'était pas décidé d'avance. Et ça pose, cet extrait, toute la conviction politique de Stone. Aujourd'hui, il est, je vous l'ai dit, désigné comme un homme de gauche, voire plus, un radical, comme on dit aux États-Unis. Il est venu très tard à ça. Je vous l'ai dit, hein, sur le Vietnam, il n'était pas du tout conservateur. Il avoue même à Matt Sides, dans le grand livre d'entretien qui est sorti aux États-Unis, qu'en 80, il a voté Reagan. Et le journaliste lui dit « Oh my God !» Il dit « Ouais, mais... » Puis après, évidemment, j'ai compris. En fait, il comprend les choses quand il fait les films que vous voyez. Il les comprend à ce moment-là. Hein, il dit « Voilà, c'est au milieu des années 70, je me suis éveillé. » Il y a un moment important, c'est avec les étudiants, avec Scorsese, ils travaillent sur la répression policière sur le campus de Kent, dans l'Ohio, 4 morts, une manifestation pacifique étudiante. Donc ça le fait réfléchir. Et puis effectivement, la présidence Reagan va complètement le dégoûter. Et il faut bien voir que les 2 films qu'il réalise en 86, Salvador et Platoon, 2 films la même année. Si vous regardez les 2 films, vous dites, je ne sais pas comment il fait. D'ailleurs, c'est un mystère. Il l'a fait 2 fois dans sa carrière, ça, 2 films la même année. C'est un diptyque politique, je veux dire très très anti-Amérique et anti-Reagan, au moment où dans les salles il y avait Rambo 2, Portée disparue ou Top Gun. Je veux dire, c'est un geste à contretemps. Cet extrait qu'on vient de voir, c'est l'enfant qui comprend en regardant le vétéran de la Seconde Guerre mondiale quelque chose. Évidemment. C'est le ralenti qui crée la vision, là. Il aime beaucoup le ralenti. Peut-être la formule la plus compliquée, mais même si le temps file, et j'ai vraiment envie de vous la dire parce que je la trouve formidable, c'est un critique américain qui s'appelle Walter Shaw, qui dit, dans le cinéma d'Oliver Stone, « The unheimlich come home to roost ». Alors c'est très beau parce que c'est très compliqué.
Chicken Come Home to Roost, qui voudrait dire en français les poules retournent au poulailler, ou en français mieux traduit qui sème le vent et colle la tempête, on retourne à l'endroit où on va se faire abattre. C'est ce que Malcolm X avait dit au moment de la mort de Kennedy. Et ça lui a coûté sans doute sa vie, son exclusion de la Nation of Islam. Et il reprend cette expression, chaud, et il replace le mot unheimlich. Alors, unheimlich, c'est une notion que Freud a utilisée et a repris à la poésie romantique. C'est ce qu'on traduit en français par l'inquiétante étrangeté, et en américain par uncanny, le côté étrange. Et il dit, dans le cinéma d'Oliver Stone, il y a toujours ça qui arrive, il y a ce mystère, ce truc bizarre à l'intérieur du quotidien. C'est vraiment ça qu'incarne cet extrait. Dans la belle Amérique, le beau défilé des majorettes et du défilé avec les parents qui sont là, regardez le plan de la mer en contre-champ qui dit « T'es mon petit Yankee ». C'est déjà le film d'horreur qui va être né un 4 juillet. Un 4 juillet, c'est un film qui montre l'avant, un petit enfant qui adore l'Amérique, l'après, le pendant, la guerre, où le soldat va tirer sur un de ses camarades à cause du soleil, et puis le retour, où là, il ne comprend rien. Et évidemment, à qui fait jouer le vétéran Seconde Guerre mondiale dans un des fauteuils? À Ron Kovic. Ron Kovic, qui est le personnage qui a inspiré Né un 4 juillet. Hein. Donc là, il y a le uncanny. Et vous savez que le grand travail d'Oliver Stone, qui est visible au Forum des images, c'est vraiment important de le dire, le Untold Story, hein, la série documentaire qu'il a fait, une autre version de l'histoire de l'Amérique, inspirée d'Howard Zinn, on pourrait la requalifier de Uncanny Story of the United States. C'est-à-dire, il dit derrière cette vérité officielle qui passe par les images. Parce que Hollywood, l'Amérique, s'est vendu à travers les images. Si on croit au film, on croit au pays. Et c'est sur les images qu'Oliver Stone a travaillé, justement. C'est par les images qu'il veut casser le rêve. Alors, on va passer maintenant au deuxième moment de ce soir, les films qui l'ont inspiré. Alors, c'est toujours compliqué, les films qui l'ont inspiré, parce qu'il ne les voit pas forcément au moment où les films sortent. Dans la programmation, il y a eu une carte blanche laissée à Oliver Stone, et on peut finalement voir qu'il y a deux types de films qui ont été choisis par Stone. Deux moments qui l'ont inspiré, enfin qui l'ont construit comme Oliver Stone. Le premier moment, c'est le cinéma de l'après-guerre, celui de son enfance. Je le ferai durer des années 45 à 60, ou aux années 60. Il va choisir des films qui vont bousculer les valeurs de l'Amérique. Et puis le deuxième moment, c'est le moment de sa jeunesse, c'est le moment où, en revenant du Vietnam, il va complètement être bouleversé par ce qu'on appelle aujourd'hui le Nouvel Hollywood, tous ces films qui sortent, et là il dit, bon là je me sentais raccord. Là c'était ça. Et évidemment le film qui a compté, un des films qui a compté le plus, comme Lâchage, c'est Easy Rider. Hein, Easy Rider, et puis en même temps le cinéma européen. Le cinéma européen et ce Nouvel Hollywood, ça lui plaît. Alors, je dirais que le Stone Movie, ça serait un film qui reprendrait les grands sujets de ces films des années 50-60, les grands sujets, hein, pas des petits sujets. Alors là, pour le coup, il veut vraiment m'aider. Vous le voyez dans le court-métrage, hein, il y a des plans d'ensemble, le grand sujet déjà, le rapport au voyage, l'ici et l'ailleurs. Il prend un grand sujet, mais il va le traiter avec l'écriture libre des années 70. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il venait des années 70. Alors, on va regarder un extrait de ces films de l'après-guerre, qui lui plaisent énormément. On va essayer de voir pourquoi. Alors, c'est encore un film sur le retour et sur la Seconde Guerre mondiale. C'est l'extrait numéro 4, Les plus belles années de notre vie, de William Wyler. Et on va voir le retour des 3 soldats, hein, après la Seconde Guerre mondiale. Say, how about the 3 of us going back to Butcher's place? We'll have a couple of drinks and then we can go home. You're home now, kid. Well, so long. So long, Homer. Where next? Just a minute, bud.
Isn't it wonderful? Okay, let's go. Alors, les plus belles années de notre vie, c'est le film de prestige de l'année 46. Grand thème, retour des vétérans dans la vie civile. Oscar du meilleur film, meilleur acteur pour Frédéric March, un des trois le plus ancien. Et pour le second rôle, Harold Russell, qui joue le jeune mutilé. C'est le plus grand succès commercial depuis Autant l'emporte le vent. Ce qui touche Stone, c'est que tout de suite, il sent dans ce film la patte d'un très grand scénariste, qu'on va raconter les parcours de trois personnages, donc récit choral très compliqué à mener et mené de main de maître. Robert Sherwood est le scénariste, il a fait Rebecca, il a travaillé sur des scénarios d'histoire, et c'est un film majeur pour Stone pour au moins deux raisons. D'abord, le premier mensonge, c'est le mensonge de la Seconde Guerre mondiale, ou plutôt c'est un tabou qui a longtemps existé, sur lequel s'est construit l'Amérique d'après-guerre, c'est la souffrance des vétérans. En fait, si vous avez des souvenirs de cette mémoire de Seconde Guerre mondiale, avant les films, notamment celui de Wyler, juste comme ça, on ne racontait pas trop. Hein. Vous savez qu'il y a un film magnifique de John Huston qui s'appelle Let There Be Light. C'est un film que Huston fait en 1935. C'est que Huston travaille sur le front pacifique. Il filme les choses. Et il filme dans un hôpital psychiatrique comme un Raymond Depardon, si vous voulez. Hein. Donc plein de faces, les vétérans, et qui tremblent et qui pleurent. Et c'est un film absolument bouleversant. Film donc il a réalisé en 1944. Il est diffusé à Cannes pour la première fois en 1981. Donc tabou. Et puis, si vous voyez le film de Clint Eastwood, Mémoire de nos pères, ça raconte ça aussi. Ça raconte comment ces soldats, ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait, comment ils sont arrivés. Le film de Clint Eastwood, c'est vraiment un film très stonien pour le coup. D'ailleurs, lui aussi se rapproche à certains moments de la force, de l'état d'esprit de Stone, dans pas mal de ses films récents. Pas tous. Mais dans Mémoire de nos pères, on raconte comment trois soldats doivent se prêter à la propagande alors qu'ils sont complètement bouleversés, traumatisés. Donc pour Stone, cette scène qu'on voit, elle est très belle. Il y a les deux parties. On regarde l'Amérique. C'est comme né un 4 juillet. On voit les stock shots d'actualité presque. Hein. Voilà, le hot dog, le Coca-Cola, on parle du baseball. Voilà, ça c'est l'Amérique des années 50. Et puis on arrive à la scène qui va refaire dans Né un 4 juillet. La scène du retour de Ron Kovic, de Tom Cruise en Né un 4 juillet, c'est quasiment la même. Scène qu'on a vue et revue, mais la question c'est comment on l'articule avec le reste et la force qu'elle a. Stone adore Voyage au bout de l'enfer de Cimino. Mais il dit, je ne me retrouve pas du tout comme soldat du Vietnam dans les parties Vietnam. Par contre, je me retrouve complètement dans l'Isolation de Robert De Niro quand il rentre. C'est-à-dire, on ne savait plus où on habitait. On n'était plus chez nous. Chez Stone, tout commence en 1945 avec le truc Première armée du monde et puis programme de puissance impérialiste pour éradiquer le communisme. Ça, pour lui, c'est des mythes fondateurs. Alors, je vous invite à aller voir le film de Richard Linklater, très, très beau film, vraiment, qui est sorti mercredi, qui s'appelle Last Flags Flying, qui raconte 3 vétérans du Vietnam, aujourd'hui. Et puis, il y en a un qui va voir les 2 autres pour leur dire « Vous pouvez m'accompagner pour aller enterrer mon fils qui vient de mourir en Irak ». Alors là, vous dites « Oui, alors là, c'est le... » Évidemment, Linklater ne le traite pas du tout de manière pathos. C'est très, très beau. Et ça débloque toutes les choses qu'on voit dans Né un 4 juillet. Le même ton mélancolique. Évidemment, dans le film, les 3 ne vont pas s'y retrouver. Hein, chacun va avoir une manière différente de ne pas s'y retrouver dans cette Amérique-là. Alors, l'autre extrait, je regardais l'heure, de ce moment des années 50, enfin, en l'occurrence, c'est un film du début 60, mais qui est vraiment un cinéaste une anecdote très drôle. Certains disent, voilà, quand Quentin Tarantino a écrit le scénario de Natural Born Killers, il en a beaucoup voulu à Oliver Stone d'avoir fait le film qu'il a fait. Et Stone raconte un moment très drôle où il devait un peu rabibocher le producteur et Tarantino. Tarantino est arrivé comme une furie dans le bureau de production, regardant personne, et insultant un peu dans son coin Stanley Kramer. Stanley Kramer, fucking filmmaker. Bon. Et Oliver Stone, j'ai pas compris du tout son délire sur Stanley Kramer. C'est un cinéaste que moi j'apprécie beaucoup. Alors Stanley Kramer, c'est qui? C'est quelqu'un qui est à la fois réalisateur et producteur, qui dans les années 50-60 aidait tous les films un peu à grand sujet. Donc film sur l'antisémitisme, film sur la question noire. Et il a réalisé un film
pour lequel Oliver Stone a beaucoup d'admiration, qui s'appelle Jugement à Nuremberg. On va en regarder un extrait, film de prestige, 3 heures. Certains qui le voient disent, enfin, c'est interminable, monologue, des fois de 8 minutes de Spencer Tracy. Et on va voir un extrait, évidemment, que je trouve magnifique, confrontation entre 2 grands acteurs de Hollywood classique, Spencer Tracy et Marlène Dietrich. Marlène Dietrich joue une Allemande, épouse d'un officier allemand qui vient d'être pendu. Et Spencer Tracy, un procureur, un juge, un magistrat qui vient juger les crimes des nazis à Nuremberg, pas dans le grand procès que vous connaissez de 1946, mais il y a eu des procès après. Et il vient de voir, lors de ce procès, dans le film qu'on voit, ça a beaucoup plu à Stone, les vraies images tournées par les Alliés des camps de concentration. Donc on voit en plein écran, une des premières fois on les voit aussi chez un cinéaste qui s'appelle Samuel Fuller, dont on va parler. On voit ces images-là, nous on est sous le choc, et Spencer Tracy arrive au restaurant, il apprécie cette femme, et on va voir donc la rencontre, ce que ça donne, et pourquoi ça plaît particulièrement à Stone. Is that what you think we are? Do you think we knew of those things? Do you think we wanted to murder women and children? Do you believe that? Do you? Mrs. Berthold, I don't know what to believe. Good God, we're sitting here drinking. How could you think that we knew? We did not know. We did not know. As far as I can make out, no one in this country knew. Mrs. Berthold, your husband was one of the heads of the army. And he did not know. I tell you, he did not know. It was Himmler, it was Goebbels. The SS knew what happened. We did not know. Listen to me. There are things that happened on both sides. My husband was a military man, all his life. He was entitled to a soldier's death. He asked for that. I tried to get that for him. Just that he would die with some honor. I went from official to official. I begged for that. I begged for that. That he should be permitted the dignity of a firing squad. You know what happened. He was hanged with the others. And after that, I knew what it was to hate. I never left the house. I never left the room. I drank. I hated with every fiber of my being. I hated every American I've ever known. But one can't live with hate. I know that. Alors encore une fois, là, dans la séquence, ce qui touche énormément Stone, c'est la manière dont c'est écrit. C'est-à-dire le chant traditionnel de la fin et tout le sens de la séquence. Alors, ce qui s'est passé avec ce film, alors ce film, c'est un casting de stars, c'est un grand film, il y a tout le monde, hein, il y a Burt Lancaster, il y a Montgomery Clift, il y a vraiment le gratin des stars. Ce qui plaît à Stone, c'est la géopolitique, quoi. Et toujours cette idée de l'après-guerre. Spencer Tracy incarne l'Amérique qui est chère à Stone. C'est comme Jimmy Stewart, c'est des gens qui incarnent les valeurs de l'idéalisme américain. C'est pas non plus rien de voir Marlène Dietrich qui incarne aussi elle l'Allemagne anti-nazie. Et le film est passionnant parce que le contexte du film c'est 48. Et Spencer Tracy qui est absolument certain, il n'a pas beaucoup de doutes quand il dit je sais pas quoi penser. En fait, il va prendre le jugement. Le film était impressionnant à ce moment-là, de condamner tous les Allemands, de n'avoir aucune pitié ou réflexion par rapport à ce que Dietrich lui dit. Et ce qui est intéressant, c'est que Tracy refuse ça, alors même que des Américains lui conseillent de ne pas le faire, puisque la crise de Berlin vient de démarrer en 1948. Staline, le communiste, fait son premier coup de force. On lui dit on n'a pas de possibilité de s'entendre avec l'Allemagne. Il faut maintenant s'entendre avec l'Allemagne. La guerre est finie. Et pour lui, Stone, ça lui plaît. C'est déjà le premier mensonge. Vous allez avoir une Amérique qui va en très peu de temps décider l'alliance avec l'Allemagne post-nazie, dans laquelle il reste plein de nazis, même en accepter l'intégration, et renoncer aux idéaux. Spencer Tracy incarne dans ce film le fait de dire non à cette réelle politique-là. Donc ça, intriquer des destins individuels et la grande histoire, c'est ça la formule de Stone. Deuxième chose dans le film, vous avez un avocat des nazis qui dit ouvertement, il lit à un moment donné un règlement. Et il dit, vous savez d'où vient ce règlement ?
C'est un règlement qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un règlement raciste nazi. Il dit, il vient de Virginie. Il vient de votre pays. Et vous venez nous faire des leçons. Alors évidemment, Stone ne dit pas ça, mais cette idée toujours que les États-Unis se présentent comme le pays du bien en omettant plein de vérités, ça c'est quelque chose qui va le former profondément. Untold Story, la série documentaire, c'est vraiment l'histoire de l'Amérique telle que j'ai envie de vous la raconter, c'est-à-dire je prends un à un toutes les choses dans lesquelles on ne peut plus croire aujourd'hui. Alors, je regarde un peu le temps qui nous reste. Ouais. Alors, c'est quoi? C'est 20 minutes plutôt? C'est quoi? Voilà, un petit peu plus pour aller un peu plus loin. Dans ces années 50, on n'est pas plan-plan seulement avec des extraits des films de Jean Wyler ou Stanley Kramer. Il y a un cinéma que Scorsese, dans son histoire du cinéma américain, appelle le cinéma des iconoclastes. Le grand iconoclaste qui va gifler tout le monde et qui a l'honneur en ce moment à la Cinémathèque française, c'est Samuel Fuller. Alors j'ai parlé du livre de Bernard Benioff, Taxi Driver, livre magnifique de Jean Narboni qui vient de sortir. C'est-à-dire, c'est un livre magnifique parce que c'est un livre, Jean Narboni a rencontré Fuller et c'est une conversation cultivée, magnifique, qui parle avec nous. Narboni parle avec nous. Et alors c'est très intéressant parce que si vous prenez la table des matières, j'ai l'impression que c'est un livre sur Oliver Stone, quoi. C'est la table des matières. Fuller a-t-il pensé? Tous les critiques disaient c'est super le cinéma de Fuller, mais il est un peu, on comprend rien à sa pensée, il n'est pas structuré. Mais par contre, qu'est-ce que c'est bien? Le conteur. Fuller, c'est quelqu'un qui raconte magnifiquement. Serge Danet disait c'est la fureur du récit. Raconter, raconter, raconter. Toujours raconter. Politique avec un S. Fuller a été traité dans la presse française de l'époque de fasciste à longueur de page, de nazi même, ce qui est complètement fou. Violence. Le cinéma d'Oliver Stone est ultra violent à certains moments. Du baroque. J'ai dit que Stone était un primitif, c'est un grand baroque aussi. Et donc, je vais vous montrer un film qui est complètement une scène que chérit Stone, un extrait de Shock Corridor. On est en 63. Fuller raconte l'histoire d'un journaliste qui veut se faire passer pour fou pour découvrir l'auteur d'un meurtre. Et il va dans un asile, il fait plein de rencontres folles. Le film est complètement incroyable parce que c'est une succession de rencontres finalement. Sa copine, étant hors champ de cet asile, a peur pendant tout le film. Il y a cette tension entre la fille qui voudrait bien qu'il revienne et lui qui devient fou peu à peu. Et évidemment, la métaphore, elle est claire. L'Amérique est montrée comme une maison de fous. Mais ce qui est très beau, c'est que ce qui est montré comme fou, c'est le rapport à l'histoire. Et on va voir peut-être la scène, alors une des plus connues, mais une des plus extraordinaires, donc de Shock Corridor, c'est l'extrait numéro 6. 63, Samuel Fuller. Listen to me, Americans. America for Americans. We got to throw rocks and hurl bombs. Black bombs for black foreigners. So they like hot music, do they? Well, we'll give them a crescendo they'll never forget. Burn that freedom bus. Burn those freedom riders. Burn any man who serves them at a lunch counter. Burn every dirty nigger-loving pocketbook integrationist. Collect a lot of blackjacks and good long lengths of pipe. We'll show those rabble-rousers they can't breathe our white air and go to school with our white children. We'll get some inflammable liquid and pour it on them. We'll pour it on their homes and burn them. Pour it on their pickaninnies and set them on fire. Call out the members of the White Citizens Council. Call out the KKK. Yes, we'll sponsor the Africans North. Get rid of every black mother, son, and daughter. America for Americans. America for Americans. Keep our schools white. Keep them white. That's right. Keep them white. I'm against Catholics. Hallelujah, man. Hallelujah. Against Jews. Hallelujah. 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 Against niggers. Hallelujah. Hallelujah. Against niggers. Hallelujah. Against niggers. Hallelujah. Alors, ceux qui n'ont pas vu Shock Corridor, précipitez-vous à la Cinémathèque pour le voir et précipitez-vous pour voir un autre film qu'Oliver Stone a choisi. Magnifique film, Violence à Park Row, un grand film sur la naissance de la presse aux États-Unis. Fuller, c'est vraiment l'iconoclaste, le baroque que Stone ne peut qu'aimer. J'ai dit toute la liste des points communs. Il y en a un que j'ai pas dit qui est fondamental, c'est le vétéran.
Fuller aussi a fait la guerre, il a fait la Seconde Guerre mondiale. J'ai failli montrer les extraits les plus stoniens du cinéma de Fuller. C'est le moment où Mark Hamill, qui était Luke Skywalker, qui a été soldat chez Samuel Fuller dans The Big Red One, découvre dans un four crématoire encore chaud un soldat allemand apeuré et comment il vide son chargeur pendant bien 2 minutes sur le soldat. Voilà une scène, c'est pour ça qu'on dit Fuller a-t-il pensé. Voilà une scène pulsionnelle. Comment je raconte l'histoire de l'Amérique d'une manière pulsionnelle. L'extrait qu'on vient de voir, il se passe de commentaires. Je vous dirai juste une chose. Le film sort en 63. C'est l'année de la marche de Washington. C'est aussi l'année de la mort de Kennedy. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Fuller, d'une manière instinctive, comme Stone dans ses films, balance sur la toile, et comme une œuvre plastique magnifique. Vous avez vu le travail du grand chef opérateur Stanley Cortez, le noir et blanc au couteau, cette scène complètement folle, où le personnage est isolé. Hein. Et donc, vous avez ce racisme inversé, et vous prenez au milieu ce film, vous dites, c'est quoi ce film? C'est une incitation à la haine, c'est tous les gens qui ne voyaient pas qui était Fuller, et sa volonté violente de secouer les spectateurs. Parce que c'est ça, Stone aussi, hein, c'est l'idée, on ne doit pas faire un film qui ne provoque rien. Donc, un ami m'a dit récemment, oui, pour moi, Stone, c'est pas vraiment ce que j'appelle un artiste, parce que je dis, écoute, je ne sais pas ce que tu appelles un artiste, mais si tu appelles un artiste quelqu'un qui fait peur au gouvernement américain à cause d'un film, je pense à JFK, ben, je ne sais pas ce que tu appelles un artiste. C'est-à-dire que la référence que j'ai en tête par rapport à certaines réactions qu'ont provoquées les films de Stone, c'est les films d'Oshima au Japon, par exemple. Quand Oshima disait un film doit être un attentat contre un autre pays, ou sinon il n'est rien. Il y a quelque chose de la rage absolue chez Stone. Et je vous rappelle une chose aussi, un discours politique dans une grande forme mainstream. Hein. C'est rarissime. Il ne s'agit pas de faire un film qui va convaincre des gens convaincus. Il s'agit de montrer ça dans des salles. Les succès d'Oliver Stone, de Platoon à JFK, en passant effectivement par Tuernay, qui est quand même un succès, je veux dire, c'est assez extraordinaire d'arriver à produire des films comme ça, de les amener au grand public. Donc Fuller est un modèle. Alors, on va regarder un film tout aussi fou que la scène qu'on a vue, qui est peut-être un film matrice pour Oliver Stone, qui est un film de John Frankenheimer, réalisé à la même époque, on est en 62, vous allez voir que la date est très importante. C'est un film qui adapte un roman de 54 qui raconte une histoire complètement folle. Des GI, encore des soldats, reviennent de la guerre de Corée, mais ils font tous le même cauchemar. Ils font un cauchemar étrange que je vais vous montrer, et ils ont très peur de ce cauchemar. Ils ne savent pas d'où vient ce cauchemar, encore le cauchemar, encore le truc qui vient travailler ce qu'on m'a dit. Il y a un soldat qui revient et qui est décoré, et puis un autre qui est joué par Frank Sinatra, qui a un cauchemar. On va regarder son cauchemar, qui est sans doute un des cauchemars les plus célèbres de l'histoire du cinéma américain, qui appartient à la pop culture, je vous en parlerai, aux États-Unis, autant que le choc corridor qu'on vient de voir. Donc on est en 62, le film s'appelle en français Un crime dans la tête, et en anglais A Manchurian Candidate. Donc on va regarder le cauchemar, c'est l'extrait numéro 7. Tell me, Raymond, have you ever killed anyone? No, ma'am. Not even in combat? In combat? Yes, ma'am, I think so. Of course you have, Raymond. Raymond has been a crack shot since childhood. Marvelous outlet for his aggressions. May I have the bayonet, please? Not with the knife, with the hands. With the hands? Here, have him use this. Ah, da. Raymond, whom do you dislike the least in your group here today? The least? That's right. Well, I guess Captain Markham, ma'am. Notice how he is always drawn to authority? That won't do, Raymond. We need the captain to get you your medal. Whom else? Well, I guess Ed Mavoli, ma'am. Ah, that's better. Now then, Raymond, take this scarf and strangle Ed Mavoli to death. Yes, ma'am. Excuse me, ma'am. Mm-hmm. Pardon me.
Hey, Sarge, cut it up. What? Quiet, Ed, please. C'est comme dans Shock Corridor, l'histoire délirée. Alors, de quoi s'agit-il pour vous quand même, hein, qui voyez cet extrait? C'est un film qui appartient à la filmographie de la guerre froide et qui raconte comment des soldats de la guerre de Corée ont été capturés en Mandchourie, hypnotisés, manipulés, pour faire un des soldats, le plus médaillé au retour, l'assassin d'un candidat à la présidence. Quand vous saurez que John Frankenheimer a été conseiller de Robert Kennedy, quelques années plus tard, qu'un an après ce film, le président Kennedy est assassiné, et qu'assez vite on parle de complot, vous comprendrez ce qui passionne Stone. Dans l'écriture de ce film, Stone aime la même chose que l'écriture du film qui a fait l'ouverture de cette programmation, Dr. Folamour. Et j'ai appris dans le livre que Greil Marcus a consacré à ce film, A Manchurian Candidate, qu'aux États-Unis, vous savez que Dr. Folamour, c'est la guerre froide par l'humour absurde, ceux qui l'ont vu la semaine dernière. Et c'est un scénario incroyable. Kubrick n'écrit pas ces scénarios, c'est Terry Southern qui l'a écrit. Les dialogues Stone dit, sont incroyables, ces dialogues. Eh bien, on dit Dr. Strangelove pour parler d'un homme politique irresponsable qui ferait n'importe quoi. On n'en manque pas en ce moment, on ne manque pas de métaphores en ce moment avec le président Trump. Mais dans le livre sur le crime dans la tête, Marcus dit que c'est la même chose avec l'expression Manchurian Candidate. Dans la presse américaine, assez régulièrement, on parle d'un Manchurian Candidate quand on parle d'un homme politique qui serait influencé par des intérêts extérieurs. Et récemment, j'ai vu un documentaire sur Donald Trump, vous savez, un fameux rapport... le scandale peut-être qui va arriver, ou qui est déjà un scandale de l'intervention de la Russie, des hackers russes par rapport aux élections. Et je me disais, c'était un très bon Manchurian Candidate, ou alors un Russian Candidate. Donc ça, évidemment, ce genre d'histoire plaît beaucoup à Stone. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est du fantasme, qui parfois touche la réalité, mais le but, c'est de faire réfléchir. Et c'est vrai que dans Manchurian Candidate, ces scènes de rêve, elle est comme quelque chose qu'il faut, qui fait tâche avec le reste du film. Et dans le rêve filmé, qui est montré dans le film avec la même image que le présent du film, on ne sait pas où est la réalité, où est le faux, où est le fantasme. Ces femmes américaines qui remontent l'Amérique conservatrice, ce Fu Manchu qui incarne de manière caricaturale l'ennemi américain. Donc c'est quelque chose qui va plaire à Stone, accrocher quelque chose de fantasmatique à la géopolitique, à l'actualité des États-Unis ou à son histoire. Alors, en fonction de l'histoire, on va terminer évidemment avec 2 extraits, deuxième moment. Enfin, plus précisément, un extrait de deuxième moment et puis un extrait d'un film de Stone. Je veux conclure avec ce film-là. Les années 70 vont être une libération. Le film que Stone présente comme le huge film de sa génération, c'est Easy Rider. Je ne vous montrerai pas d'extrait, mais je vous dirais que ce qui plaît à Stone dans Easy Rider fondamentalement, c'est l'écriture d'une liberté absolue. Il faut voir quand même arriver au Festival de Cannes Dennis Hopper et Peter Fonda, qui changent tout. Qui amènent pour la première fois la drogue dans un film, qui font un nouveau western. Mais ce qu'on oublie, c'est que Easy Rider ne correspond pas du tout au poster que beaucoup de gens gardent en tête. Ce n'est pas 2 types qui découvrent la liberté sur les routes américaines. C'est tout le contraire. Au cours de la route, c'est chaque fois une désillusion. Et la scène que j'allais vous montrer, mais qu'on va passer, montre comment les 2 scènes que j'adore croisent une communauté de hippies qui veulent refaire dans un coin d'Amérique profonde la vraie Amérique. Et en fait, Dennis Hopper s'ennuie profondément, les trouve complètement ringards, et il va voir Peter Fonda en disant « il faut que je me casse ». Et ils partent avec une fille, et ils font l'amour dans la rivière, avec la musique et toute la bande-son, qui plaît beaucoup à Stone, qui va beaucoup utiliser ça. Cette première bande-son enchaînant des titres de l'époque. Alors évidemment, ça lui plaît énormément. Il voit que le propos de The Rider sur l'Amérique, c'est le dialogue, la réplique de la fin, qui a donné le titre au beau documentaire de Jean-Baptiste Torret qui passera à la fin du mois ou bientôt au Forum. We Blew It, on a tout merdé. Et l'idée que c'est le premier film cauchemar de l'histoire des États-Unis, de l'histoire du cinéma américain, avec 2 hommes en motard qui se font flinguer lamentablement par 2 routiers qui terminent sur la route comme rien du tout, avec le plus beau personnage, le plus drôle, qui représente l'intelligence américaine de la côte Est, Jack Nicholson, l'avocat massacré à coups de pierre autour d'un feu de camp. Évidemment, cette image de l'Amérique, elle est raccord avec Stone qui revient de Vietnam, parce que là, il voit un film qui bouge les choses par la forme et qui est comme une pierre lancée sur le public pour faire réagir. Et une pierre avec énormément de force et de grâce. Et puis, très vite, il va découvrir tous ces films des années 70
qui sont des films qu'on pourrait dire bon, pas de la conspiration, c'est pas ça, mais des films qui vont dire réellement que la question numéro 1 aux États-Unis, c'est le conditionnement par les images. Hein, on a vu un extrait du conditionnement sous hypnose. Alors, juste une petite aussi référence d'un livre qui est sorti récemment. Marc Duguin, le romancier français, vient d'écrire un livre qui s'appelle « Ils vont tuer Robert Kennedy ». Et dans la dernière partie du livre, c'est clair que l'assassin de Robert Kennedy, la théorie de Marc Duguin est claire. Hein, il la cautionne par ses propos, par des sources. C'est un type qui a été hypnotisé. C'est un assassin fabriqué. Hein, Sirhan Sirhan, qui est l'assassin de Robert Kennedy. Et donc, évidemment, on a froid dans le dos sur ces films qui annoncent quelque chose, en fait, qui font partie de la culture américaine et qui est quand même une culture de la vérité et du mensonge. La question de la vérité, elle est au centre du cinéma moderne américain. Citizen Kane est l'autre film que Stone cite toujours, pour son début et pour son sujet. Est-ce qu'on peut savoir la vérité? Non. On peut tourner autour, et on se trompe toujours. Alors, un film qui va faire partie de ces films qui racontent d'une manière détournée et fantasmée l'assassinat de Kennedy, c'est un film toujours qui a un titre français toujours moins intéressant que le titre américain. C'est à propos d'un assassinat d'Alan Pakula, et qui a un très très beau titre qui s'appelle The Parallax View. Parallax, c'est une société secrète. Warren Beatty a assisté à la mort d'un homme politique, et une copine vient le voir en lui disant « Écoute, c'est très étrange, les témoins de cet assassinat disparaissent un à un. » Il dit « T'es une parano, il n'y a rien qui se passe. » Il fait l'enquête, et dans la scène, vous allez voir, il rentre dans un endroit où il a compris qu'il y avait une société qui s'appelle Parallax, qui propose aux gens quelque chose. D'abord, on fait passer un test d'image. Il faut regarder ce test, et après, on peut être la bonne personne pour Parallax. Vous allez deviner, la fonction de la société Parallax est d'assassiner des hommes politiques. Le film se termine en boucle par l'assassinat d'hommes politiques et raconte finalement, entre la première scène, premier assassinat et le deuxième, l'assassinat des deux Kennedy, 63, 68. Donc on va regarder cette séquence qui est très célèbre. C'est l'extrait numéro 9 et c'est l'avant-dernier extrait de ce soir. On aimerait avoir le test Parallax jusqu'au bout, mais la scène est encore longue. Alors, évidemment, encore une fois, c'est un film de genre, un thriller, qui va travailler l'assassinat de Kennedy comme un signifiant qui fonde l'Amérique. Pour Stone, c'est des films fondateurs. L'Amérique, pour Stone, est suspecte au moins 2 fois. En 1945, avec tout ce que la présidence Eisenhower va créer, et en 1963, avec la mort de Kennedy. Bon, aujourd'hui, c'est devenu quelque chose de très connu, mais c'est vrai que Stone va être celui qui, au cœur des années 80, va continuer à raconter cette histoire-là. Et évidemment, avec son film qui va provoquer le plus de bruit aux États-Unis, qui est JFK. Point commun des 2 moments de cinéma qu'on a vus, le crime dans la tête et l'assassinat, la propagande par l'image. La question du film, c'est le conditionnement par les images. Et à un certain moment, Stone, on va découvrir que c'est un cinéaste qui
va considérer que c'est les images le problème, le péché américain. Enfin, le péché, ce serait trop religieux, mais disons la matière qui va mentir. Et donc, il va s'évertuer à décoller ces images-là. Les films des années 70, pour lui, c'est le langage qu'il va découvrir. Il va parler de ce langage-là. Et évidemment, dans l'extrait qu'on vient de voir, le montage est fascinant. Et Stone, c'est un cinéaste du montage. C'est quelqu'un qui va en permanence réfléchir à la manière de se faire s'entrechoquer les régimes d'images, noir et blanc couleur, surexposé, sous-exposé, ralenti, travailler ça, directement travailler la pulsion du regard chez le spectateur. Un critique des cahiers du cinéma, au moment donné, un 4 juillet, avait parlé à son sujet de Griffith et d'Eisenstein, donc des grands noms du cinéma muet, mais je crois que c'est intéressant, c'est très juste, je trouve. Enfin, c'était Yanis Katsanias, donc c'est un critique des cahiers, l'article sur Né un 4 juillet, qui a fait la couve des cahiers du cinéma à l'époque. Et ce sont des expérimentateurs de formes. Stone, c'est quelqu'un qui va expérimenter les formes. La séquence que vous avez vue, je ne vais pas la commenter, on n'a pas le temps. Ceux qui ont envie d'aller plus loin liront les pages du livre de Jean-Baptiste Toré, 26 secondes, où il fait une analyse de cette séquence particulièrement, du rapport des images, hein, comment les images au début sont raccord avec le rêve américain, comment les choses s'inversent, comment une image est opposée aux mots qu'on voit, pour détruire le rapport au sens des images. On va terminer par un film qui tire le constat de ces images comme maladie, alors je dirais plus de l'Amérique, mais la maladie du monde. Film de 94, Natural Born Killers. Il faut rappeler que, là je crois qu'on tient en 94 un tournant de l'histoire du cinéma. 94, c'est l'année où Gilles Jacob accepte de sélectionner Pulp Fiction de Tarantino. C'est l'année où donc Tueur en Nez n'est pas à Cannes, puisque Jacob dit on a assez de violence comme ça. Pulp Fiction obtient la Palme d'Or donnée par Clint Eastwood, donc c'est un passage de relais très important. Et en fait, je crois que dans ce clivage Stone-Tarantino, on a quelque chose d'important sur ce qui est devenu le cinéma américain. Je vous dis ça parce que Natural Born Killers, c'est juste avant Nixon, qui est l'autre grand film, alors là, de Stone, très impressionnant. Film qu'il ne faut pas du tout réduire à un biopic. C'est maintenant, chaque fois qu'un film parle d'une personnalité, on dit biopic. C'est beaucoup plus que ça. Je veux dire, c'est un film somme. On l'a comparé parfois au grand cinéaste allemand Sieberberg, qui avait fait un film qui s'appelait Hitler, un film d'Allemagne, qui est un film qui dure 6 heures, qui est un film qui réfléchit à une personne de manière épique, mais je veux dire, essayer de creuser une personnalité et l'époque et le monde en même temps qu'il a porté. Il y a ça dans Nixon, mais je dirais c'est un peu la fin du roi Oliver Stone, quoi. Après NBK, après Tueur en Nez, bon, je veux dire, il va y avoir un grand moment de baisse dans son cinéma. Il le dit lui-même, hein. Il dit « The mojo run out hein. ». 10 ans, c'est déjà beaucoup. Et ça fait 20 ans qu'il continue à faire des images. Depuis 10 ans, beaucoup de documentaires. Donc intéressant, retour au réel. C'est intéressant, mais il va traiter ces documentaires d'une certaine manière un peu comme ses fictions. Ça nous amènerait à un autre sujet. On va regarder un extrait ultra-violent de Tueur en Nez, qui est un film ultra-violent, mais c'est un film sur l'ultra-violence des images. Et il est fait en 94, avant les réseaux sociaux, avant Internet. Il est une borne visionnaire, en fait, Natural Born Killers, c'est évident. Avec donc Woody Harrelson et Juliette Lewis, dans la tradition des couples criminels. On va regarder une séquence qui est une séquence où Stone fait beaucoup d'autocitation sur son cinéma, où il s'intègre lui-même dans, je dirais, ce que j'ai appelé la maladie américaine des images, hein, et des images violentes, bien sûr. On va regarder le dernier extrait de ce soir, donc Natural Born Killers, qui est évidemment pour moi un des plus grands films d'Oliver Stone. Offering a present in the form of a flower. Wanna go out and get something to eat? No, we're staying. We got plenty of action here. You know what I've been thinking about, baby? Of course I know. You've been thinking about rolling around that big sunflower patch outside of Tulsa. How'd you know? And you've been thinking about cutting your hair short. And you've been thinking about us settling down on a boat, middle of a big lake with a dog and a jukebox and a
26-inch Sony Trinitron. Baby, I love it when you can read my mind. I bet I know what you've been thinking about. Yeah. I've been thinking about why they're making all these stupid fucking movies. Anybody out there in Hollywood believe in kissing anymore? Hmm? Love you, baby. I love your knee. Love your thigh. Love your stomach. Love your finger. Where is it? God damn it, Nicky! I just took it off so it wouldn't snag my hair when I washed it. Hey, baby, look. Je terminerai par cette séquence. Vous avez vu ce qui se passe dans cette séquence, un couple qui veut faire l'amour mais qui ne sort pas, puisqu'il y a assez d'images, et les images qui défilent sur le mur derrière, qui sont effectivement l'écran de télé. Et donc là, il y a des autocitations de Stone, puisqu'il a écrit, c'est vrai, parmi les scènes les plus violentes de l'histoire du cinéma. La scène de la tronçonneuse dans Scarface, qui est une scène des plus importantes de l'histoire du cinéma d'action. La scène dite de la langue arrachée dans Midnight Express, Billy Eyes, hein, qui fait taire un de ses détenus en lui mordant la langue. Je sais que moi, dans l'adolescence, c'était une des images traumatiques qu'on avait vues. Et vous avez évidemment des images de la grande histoire, images des charniers des camps nazis, un amorce d'éclairs de bombes atomiques à la fin, un cheval blanc. En fait, vous avez un désordre des images. Alors, il y a eu un texte de critique qui a été extrêmement important pour comprendre ce film. C'est un texte qui a pour titre « Les tueurs de l'image ». C'est Thierry Jousse qui écrit ce texte. Et il explique un peu les trois devenirs possibles du cinéma à travers trois films ultra-violents de la même année. Killing Zoe de Roger Avary, Pulp Fiction de Tarantino, et puis NBK, Natural Born Killers. Et il dit que ces trois films ont des lignes esthétiques différentes selon la relation qu'ils créent avec leur spectateur, leur rapport à l'image. Il dit que le Roger Avary, c'est le crack, c'est la mauvaise drogue, c'est le film inquiétant, qui déréalise la violence et qui nous met dans un état de non-possibilité de réagir. On casse le sens critique classique, on ne sait plus vraiment où on est. Tarantino, et c'est intéressant, il dit que c'est entre l'ecstasy et la cocaïne. Et il dit que c'est un objet ludique, il a cette expression très belle, ivresse de l'intelligence jusqu'à l'absurde. On parle de tout et de rien, il y a de la violence, et on a un sentiment de coolitude. Le style, il dit, mais c'est intéressant, 94, il dit le style, c'est l'horizon d'un cinéma dénué d'autres enjeux que ça. Il dit c'est un peu le risque du cinéma Tarantino, qui va changer d'ailleurs Tarantino, puisque un film comme Inglourious Bastard n'est pas loin d'être un film à la Oliver Stone. Débat avec vous juste après. Quant à NBK, il dit c'est entre amphétamine et hallucinogène. Et il a cette formule, il dit c'est l'exhibition d'une impossibilité, celle de mettre de l'ordre dans ses visions. Et j'avais commencé comme ça, la question de la vision. En 94, Oliver Stone dit ça ne va plus être possible en fait. On ne va plus pouvoir s'y retrouver dans ce monde-là, puisqu'il n'est fabriqué que d'images. Il cite Octavio Paz, qui disait « Les anciens avaient des visions », toujours la mythologie comme âge d'or pour Stone, donc rapport au monde par les visions, amour de Stone pour le monde indien. On revoit encore dans Natural Born Killers, la seule personne qui le tue, 52 meurtres pendant le film. Des meurtres gratuits, sans arrêt des meurtres. La seule personne qui blesse, et il dit on a fait quelque chose de bad, dit Juliette Lewis, c'est un Indien dans une tente. Toujours l'Indien qu'on a vu au début de The Doors. Et les anciens avaient des visions, nous avons la télévision. Alors aujourd'hui, nous avons Internet, et dans ce film, il fait un constat alors sur la jeunesse. Il dit voilà une jeunesse qui est aliénée par les images de violence. Il pointe pas de responsabilité, enfin une responsabilité, les médias. Et il dit qu'en 92, au moment où il écrivait ce film, c'était l'époque O.J. Simpson. C'était les moments où beaucoup de faits divers vont être traités de manière complètement folle à la télévision américaine. Il y a la poursuite de Simpson qui fuit, par exemple. Et il y a un emballement médiatique. Et ce film, je crois, a été très mal compris, qui a posé des gros problèmes à la maison de production et à Stone lui-même.
Chaque fois qu'il allait quelque part, on disait qu'il était responsable du meurtre qui venait d'avoir lieu. Hein, il le raconte. Je dis chaque fois, j'allais dans un pays européen, il y avait un meurtre. On me disait, faites votre faute, c'est des films comme vous qui font ça. Je crois que le film, en fait, est fait pour déranger, pour être très désagréable. Moi, je me souviens de la vision de ce film. J'avais 22 ans, j'ai eu très très peur dans la salle. Au moment de la séquence très lourde entre le média, joué par Robert Downey Jr., qui joue le journaliste, et Woody Harrelson, qui tient des propos complètement irresponsables sur la violence, sur l'Amérique comme un pays où il est que bon, enfin il faut tuer pour exister. Je crois que c'est un film qui est comparable d'une certaine manière à d'autres films d'histoire du cinéma. Alors, j'irai peut-être pas, mais j'y ai pensé à Salo de Pasolini, c'est-à-dire des films qui sont faits pour qu'on soit dégoûté des images. Et Pasolini disait, j'ai fait ce film d'une certaine manière pour renier aussi un romantisme du rapport aux images qui me dégoûte profondément. Et quand on voit NBK, on a un peu ça. C'est un objet de fascination morbide, NBK. Et je crois que le film est très visionnaire. Il dit en fait la jeunesse de notre monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a pas un monde, il y a au moins deux mondes. Il y en a un qui continue, qui est le monde réel, et qui est expliqué par l'histoire, par le sens, le côté militant d'Oliver Stone. Puis il y a un monde des images qui peut être expliqué seulement par l'histoire des images. C'est ce que Serge Danet avait appelé le visuel dans ces époques-là, juste avant de mourir. Il avait anticipé ça, et Stone aussi avait anticipé ça. Et c'est peut-être une explication qui fait que son cinéma après, où il a presque tout donné pendant 10 ans, le monde réel, l'histoire, raconté autrement, c'est une Untold Story, et puis NBK, une sorte de film testament sur ce que sont devenues les images de mauvaises choses. Donc il est devenu un iconoclaste au sens presque fort. Et je crois que c'est un film très iconoclaste. Alors voilà, j'en ai terminé. Je vous remercie beaucoup. Juste ce que dit Oliver Stone de Taxi Driver, mais avec mon mauvais anglais. Mais je trouve tellement magnifique la manière dont il parle des choses. Il dit « That things were not unkiddery, and it wasn't all middle class. There were hard times and violence was in the air. » Et c'est vrai que Taxi Driver, c'est peut-être le premier film où le public américain a dit « Mais on parle comme ça, c'est incroyable, comment ?» La première séquence que ceux qui restent vont voir tout à l'heure, première séquence, Bernard Herrmann à la musique, l'arrivée, la découverte de la rue new-yorkaise et les mots très orduriers de Robert De Niro. Donc c'est un film évidemment qu'il adore. Il a été un peu ce Travis Bickle, vétéran du Vietnam, et puis avec un motif qui va quand même passionner Oliver Stone, c'est-à-dire il a bien envie, après s'être tondu les cheveux, Travis, de peut-être bien tuer quelqu'un. Bon, la question c'est, je ne vous spoil pas, mais il ne va pas tuer forcément celui qu'on pense. Je vous remercie de m'avoir écouté. Il est tard.